Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui présents pour vous présenter donc un webinaire sur la thématique donc des indemnités journalières dans le cadre de la maladie, de la maternité et de la paternité. Je serai dans l'animation aujourd'hui. Je suis Émilie Vallée, je serai accompagnée de Magali Chappet. Nous sommes conseillères professionnelles au pôle entreprise de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe. Et aujourd'hui, on collabore aussi sur notre animation avec Michael Huet, qui est donc notre expert santé et qui est présent avec nous pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, vous avez dû constater que vos micros et vos caméras sont coupés. Donc, c'est vraiment pour pouvoir vous diffuser une meilleure qualité pendant ce webinaire. Et notamment, donc, pour poser vos questions, vous allez donc pouvoir utiliser dans la barre d'outils qui est présente en haut de votre écran le fil questions-réponses. Ce webinaire est enregistré, donc c'est une façon pour nous de pouvoir le rediffuser, puisqu'effectivement, dans quelques jours, vous allez pouvoir le retrouver donc, sur l'espace MSA Mayenne-Sarthe, sur le site internet, dans la rubrique employeur, dans l'onglet Nos événements et webinaires pro, pardon. Et donc, vous retrouverez le replay accompagné du support de la présentation d'aujourd'hui. Donc pour cette animation de webinaire, on a souhaité aborder différentes thématiques avec vous. On parlera donc dans un premier temps des obligations, donc les obligations du salarié de l'employeur, les déclarations sociales et la prolongation, donc dans le cadre des arrêts de travail, maladie, maternité, paternité. Ensuite, on fera un focus sur donc tous les congés spécifiques, le congé paternité, le congé d'adoption et le congé de deuil. Nous évoquerons aussi avec vous les dispositions particulières, donc notamment sur le sujet du temps partiel thérapeutique, la situation du salarié saisonnier et l'indemnité journalière unique. Un petit focus sera également fait sur le contrôle par le médecin mandaté. Et puis, on vous rappellera effectivement tout ce qui est relatif à l'espace sécurisé MSA, donc avec toutes les fonctionnalités que vous pouvez utiliser via notre site pour vous permettre de faire vos déclarations et aussi de relationner avec nous au niveau MSA. Donc, je démarre la présentation des sujets en abordant une première introduction par rapport au formulaire. Effectivement, on souhaitait aujourd'hui évoquer avec vous une évolution qui s'est établie donc, au 1er juillet 2025. Notamment, donc, l'évolution porte sur les avis d'arrêt de travail à l'état papier, puisqu'effectivement, un nouveau CERFA a été mis en place. Donc, ce nouveau dispositif est vraiment entré en vigueur dans le cadre de la lutte contre la fraude aux arrêts de travail papier, puisque le formulaire porte dorénavant donc un hologramme et également donc des bandes fluorescentes pour permettre qu'il n'y ait pas de falsification possible. Donc concrètement, au niveau des organismes de sécurité sociale et donc pour nous côté MSA, seuls ces nouveaux avis d'arrêt de travail papier sont recevables depuis la date du 1er juillet 2025. Tous les anciens formulaires non sécurisés, que ce soit des originaux, des photocopies, sont non recevables et seront automatiquement rejetés, sauf pour les bulletins d'hospitalisation qui auraient été fournis aux salariés. Donc, depuis le 1er juillet 2025, les avis d'arrêt de travail papier, s'ils venaient à être déposés sur nos services en ligne, ne seront plus acceptés puisqu'on doit pouvoir disposer de l'original pour pouvoir justement certifier que voilà, cela correspond bien au nouveau code du document. Concernant les avis d'arrêt de travail électroniques, là, on est sur la même disposition qu'auparavant. Bien évidemment, les flux sont transmis directement aux caisses et aux organismes. Alors, en matière d'obligations, on va décliner déjà dans un premier temps celles qui incombent donc au niveau du salarié. Donc, lorsque votre salarié a un arrêt maladie, il a un délai de 48 heures donc pour adresser le volet 1 et 2 si on est sur un document papier donc à sa caisse de MSA.
ou éventuellement le bulletin d'hospitalisation, le cas échéant. Il dispose de ce même délai pour vous transmettre à vous en tant qu'employeur le volet 3 ou une copie de son bulletin d'hospitalisation. Si le salarié a bénéficié donc via son médecin traitant d'un arrêt de travail électronique, le document donc va être transmis directement par flux à notre caisse. Bien évidemment, un petit rappel également à ce sujet, il faut que la carte vitale ait pu être mise à jour pour qu'effectivement le document puisse arriver dans le bon organisme. C'est vrai qu'on vous redonne voilà, juste une petite préconisation, mais qui est de rigueur. C'est qu'effectivement, tout salarié d'organisme de sécurité sociale doit mettre à jour sa carte vitale au moins une fois par an. Petit rappel également concernant les salariés qui souhaiteraient donc quitter leur circonscription ou partir à l'étranger pendant la période de leur arrêt de travail. Ils ont donc une obligation d'information auprès de la caisse à laquelle ils sont rattachés. Et si donc cette sortie doit s'effectuer en dehors de l'Union européenne, ils doivent donc informer le service administratif de leur caisse également. Le document est indispensable en fait puisque ça peut avoir une incidence sur le versement et le règlement des indemnités journalières. On souhaitait également vous rappeler que parfois, par rapport aux obligations du salarié, on peut avoir des incidences sur le non-versement des indemnités journalières et notamment, ça va concerner les employeurs qui effectuent du maintien de salaire. C'est-à-dire que parfois, il peut arriver des situations où vous ne recevez pas les indemnités journalières. Bien souvent, on relève deux cas de figure. C'est justement quand le salarié donc n'a pas transmis le volet 1 et 2 à sa caisse dans le délai des 48 heures, ou bien parce que l'arrêt de travail donc, va être sur un délai court, en général donc inférieur ou égal à 3 jours, et donc que ce délai en fait est soumis au délai de carence. Donc ça peut justifier effectivement que parfois vous n'ayez pas reçu d'indemnisation côté employeur quand vous appliquez de la subrogation. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le fil questions-réponses si vous souhaitez interagir avec Michael. Donc, on continue sur les obligations qui incombent au niveau employeur. Donc, dès que vous allez recevoir le volet 3 de votre salarié, vous allez donc devoir établir ce qu'on appelle une DSN événementielle, donc un signalement en DSN ou à défaut, compléter une attestation de salaire. C'est cette étape, c'est cette démarche qui va permettre d'enclencher le versement des indemnités journalières auxquelles votre salarié peut avoir droit. Donc ce signalement, vous devez l'établir dans un délai de 5 jours. Et donc c'est effectivement uniquement dans le cas où vous seriez un employeur qui donc applique du maintien de salaire, applique de la subrogation, que vous pouvez transmettre votre signalement donc en DSN en même temps que votre DSN mensuel. Effectivement, nous, côté MSA, on recevra donc toutes les données récapitulatives de ces signalements en même temps que votre DSN mensuel qui doit être déposé donc en fonction de l'effectif de votre entreprise, soit le 5 ou le 15 du mois. Donc ça, c'est une disposition qui est recevable uniquement pour les entreprises qui appliquent du maintien de salaire. Sinon, c'est dans le respect des 5 jours qui suit l'événement. Alors, quelques précisions qu'on souhaitait également vous apporter par rapport aux dates. Donc, effectivement, on va avoir, lorsque vous allez réceptionner l'avis d'arrêt de travail de votre salarié, il va être mentionné donc sur le volet 3 employeur la date de fin prévisionnelle de cet arrêt. Néanmoins, par rapport à certaines situations, vous pouvez être amené à avoir des actions complémentaires à effectuer. Donc, si la reprise de votre salarié se fait à la date prévue, donc vous avez déjà saisi la date d'arrêt, la date de fin d'arrêt, pardon, dans votre logiciel de paye. Donc là, vous n'avez pas de démarche complémentaire à faire, vous n'avez pas de nouveau signalement à transmettre à la MSA.
Si par contre votre salarié effectue une reprise anticipée, donc reprend son activité avant la date de fin prévisionnelle, dans ces cas-là, vous devez nous établir un signalement obligatoirement de manière à pouvoir stopper le versement des indemnités journalières. En ce qui concerne la fin de subrogation, donc là, ça peut être en lien, et on en reparlera aussi pendant la présentation, avec votre convention collective, en fonction de ce qu'elle prévoit par rapport à votre salarié. Donc nous, la fin de subrogation, ça va intervenir à partir des éléments que vous aurez complétés dans votre DSN événementiel, et il y aura un changement automatique au lendemain de la date que vous aurez indiquée comme étant celle de la date de maintien de salaire. Également quelques informations complémentaires par rapport à la notion du dernier jour travaillé. Donc effectivement, on souhaitait remettre un petit peu voilà, ces informations en exergue puisque parfois voilà, ça peut créer des difficultés à vous, vous en tant qu'employeur, à pouvoir la déterminer. Donc dans un premier temps, on va aborder la situation donc, de votre salarié qui n'a pas travaillé le jour de l'arrêt. Donc le dernier jour travaillé va se situer la date à la veille de la prescription. Donc, par exemple, mon salarié est absent le lundi 15 mars au matin pour maladie. Le dernier jour travaillé sera le dimanche 14 mars, donc le jour, à la veille de cette date. Dans le cas où votre salarié aurait travaillé le jour de l'arrêt, donc, on a un salarié qui travaille le 15 mars, qui voit son médecin traitant donc sur cette même journée, qui lui prescrit un arrêt à compter de cette même date. Donc, le dernier jour travaillé sera bien à retenir la date du 15 mars. Petit rappel, petite attention en tout cas portée sur le fait que tout ce qui concerne donc les congés payés ou les congés conventionnels, ces congés sont assimilés à du temps de travail effectif. Donc, si un arrêt intervient pendant les congés payés ou conventionnels, la date donc du dernier jour travaillé correspond au jour précédent l'arrêt de travail. Donc, concernant la subrogation, on en a parlé un tout petit peu précédemment, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, la date de fin de subrogation, elle doit être égale à la date de fin de la période maximale qui est prévue à votre convention collective. Il ne faut pas, quand vous faites votre déclaration, que vous limitiez à la période de la fin de prescription qui est inscrite sur l'avis d'arrêt de travail. Pourquoi? Parce que en indiquant bien la date de fin de période de subrogation maximale prévue à votre convention, ça va permettre donc que le dossier puisse être maintenu en subrogation, notamment dans le cadre où il y aurait une éventuelle prolongation. Quelle que soit la situation, si jamais vous vous apercevez que vous avez effectué une erreur déclarative au moment où vous effectuez donc votre signalement via votre logiciel de paye, donc, si l'échéance n'est pas encore passée, vous pouvez établir ce qu'on appelle une DSN annule et remplace. Donc, ça permettra d'écraser les données déclaratives que vous avez indiquées précédemment, notamment si ça voilà, se porte sur la notion du dernier jour travaillé ou la notion de subrogation. Si l'échéance est passée, donc les modifications que vous allez apporter, elles seront incluses dans l'envoi de votre DSN mensuel du mois suivant. Donc, ce qu'il faut surtout pouvoir retenir, et c'est vraiment la recommandation qu'on souhaitait aussi vous apporter aujourd'hui à travers ce webinaire, c'est qu'en fait, à partir du moment où vous allez réaliser une DSN annule et remplace, vous allez avoir ce signalement, cette information ne va pas remonter automatiquement auprès de nos équipes au niveau du service santé. Donc nous, notre recommandation aujourd'hui, c'est de vous indiquer que dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est prévenir le service santé de la MSA. Donc pour cela, vous avez plusieurs possibilités, soit par mail, soit par messagerie sécurisée via l'espace privé ou par le biais d'une communication téléphonique, de manière à ce qu'on puisse bien prendre en compte cette information et ne pas retarder l'indemnisation du dossier. En fin de webinaire, on vous rappellera de toute façon dans la présentation de l'espace sécurisé toutes ces modalités de contact que vous aurez côté MSA.
Donc, je vous rappelle que voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à interagir en conversation avec Michael. Et puis, je vais laisser donc la parole à Magali qui va reprendre la suite de présentation sur les autres sujets. Je pense, Magali, qu'on a un souci avec ton micro, excuse-moi. Bonjour à tous, ça va être mieux comme ça. Alors, je vais reprendre la main et on va aborder les points d'intention lorsque vous faites donc vos déclarations. Alors, on va faire attention au signalement arrêt de travail, annulé remplace tardif. Les signalements pour du temps partiel thérapeutique. Les probables erreurs à la saisie. Donc, ça peut concerner, voilà, donc, comme on l'a indiqué tout à l'heure, le dernier jour travaillé, la fin de subrogation, le numéro de sécurité sociale, le dernier mois de référence qui n'est pas encore disponible, des salaires reconstitués, qui sont très souvent inférieurs au salaire brut déclaré, et certains logiciels de paye qui ne permettent pas de préciser les périodes de rattachement des primes déclarées, qui posent difficulté. Et forcément, du coup, la bonne qualité du signalement dépend de la rapidité et de la justesse de l'indemnité journalière qui va être versée donc aux salariés. Comment gérer les prolongations? Les obligations de vos salariés sont identiques concernant l'arrêt de travail initial. Vos obligations à vous en tant qu'employeur, si la nature de risque est à l'identique, il n'y a pas de nouveau signalement arrêt de travail à faire de votre part. Il suffit simplement de reporter l'information dans votre logiciel de paye pour que celle-ci soit remontée lors de la prochaine DSN. Si par contre la nature du risque est différente, là, dans ce cas-là, vous devez réaliser une nouvelle DSN événementielle sous le nouveau risque. En cas de médecin prescripteur différent, il se peut que du coup, le médecin traitant ou le médecin de l'arrêt initial n'est pas disponible. Dans tous les cas, si le médecin prescripteur est différent, le salarié ne peut pas prétendre au versement de ses indemnités journalières. Il y a des exceptions, sauf lorsque celle-ci est prescrite par un médecin spécialiste consulté à la demande du médecin traitant, lorsqu'elle est prescrite par le médecin remplaçant du médecin prescripteur de l'arrêt initial et lorsqu'elle est prescrite à l'occasion d'une hospitalisation. Et en dehors de ces situations, l'assuré doit justifier de l'impossibilité pour l'un ou l'autre de ses médecins de prescrire cette prolongation. Et dans tous les cas, le professionnel de santé, sous la responsabilité de l'assuré, devra indiquer sur l'arrêt de travail le motif pour lequel le médecin prescripteur de la prolongation n'est pas le médecin prescripteur initial. Concernant le délai de carence, on va débuter par la maladie. Donc, tout arrêt de travail initial supporte une carence de 3 jours. Il n'y a pas de carence pour les prolongations. Concernant les salariés qui sont donc en arrêt pour affection de longue durée ou en soins continus de plus de 6 mois, le délai de carence va s'appliquer uniquement à l'arrêt de travail initial. Et concernant la maternité, il n'y a pas de carence, quel que soit le type d'arrêt, congé pathologique ou le congé maternité en lui-même.
Donc, je vais aborder maintenant les congés spécifiques. Donc, c'est pareil, n'hésitez pas donc du coup à utiliser l'onglet QR et non pas l'onglet conversation pour poser vos questions à Michael. Donc, je vais commencer par le congé paternité. Donc, les obligations du salarié. Donc, le salarié doit vous informer de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois à l'avance et on préconise un envoi en lettre recommandée avec accusé de réception. Ça évite tout litige éventuel. Il doit également vous communiquer donc la date et la durée du congé paternité qu'il souhaite prendre. Vous, en tant qu'employeur, vous établissez donc dès le début du congé paternité donc la fameuse DSN événementielle. Pour que le salarié puisse bénéficier de son congé paternité, on lui demandera donc de nous fournir dans un premier temps l'acte de naissance et on peut éventuellement lui demander donc des documents complémentaires si donc sa conjointe n'est pas connue de la MSA. Ça peut être une attestation sur l'honneur de vie commune, un acte de mariage ou autre. Et on vous remet à disposition également la durée du congé paternité pour une naissance simple ou une naissance multiple. Du coup, ça varie en fonction du nombre d'enfants. Donc 25 jours pour une naissance simple, 32 jours pour une naissance multiple. En sachant que dans tous les cas, on préconise donc 7 jours obligatoires, donc les fameux 3 jours ouvrables de congé de naissance, donc ça qui varie en fonction de votre convention collective, et les 4 jours obligatoires. Et ensuite, donc la fin de période, 21 ou 28 jours, fractionnables ou non. Dans tous les cas, le salarié devra donc prendre son congé paternité dans les 6 mois qui suivent la naissance de l'enfant. Une petite attention particulière, en cas d'hospitalisation immédiate du nourrisson, le congé peut être augmenté de 30 jours supplémentaires qu'il devra donc poser à l'issue des 4 jours obligatoires. Et là, on demandera également un bulletin d'hospitalisation. Les bonnes pratiques. Le salarié, dans tous les cas, il doit communiquer les périodes de congé à l'aide de l'attestation sur l'honneur qui est disponible sur le site de la MSA. En cas de modification, faudra qu'il confirme donc les dates de son congé. L'employeur, vous devez donc établir un signalement arrêt de travail avec le motif 3, paternité, accueil de l'enfant, via votre espace privé, ou alors, du coup, en envoyant donc l'attestation papier. Et on vous remet donc le formulaire à disposition. Concernant le congé d'adoption. Alors, le congé d'adoption, il varie en fonction donc, du nombre d'enfants adoptés, du nombre d'enfants à charge, et si donc il est pris par un seul parent ou réparti entre les 2 parents. Donc, une petite attention particulière également, il n'y a pas de congé paternité en situation d'adoption. Et si le conjoint de la mère adopte l'enfant de sa conjointe issue d'une précédente union, il ne peut pas non plus prétendre à ce congé. On vous remet également du coup les bonnes pratiques concernant le congé d'adoption. Donc le salarié, dans tous les cas, il doit informer son employeur sur l'intention et sur les dates du congé. Il doit également donc faire la demande auprès de sa caisse. S'il existe un partage avec son conjoint assuré dans une autre caisse,
il convient de nous fournir une attestation qui précise la durée. Et dans tous les cas, on doit disposer des justificatifs délivrés par les autorités compétentes. Vous, employeur, vous établissez donc un signalement arrêt de travail. Donc là, c'est sur le risque de maternité. C'est pareil, hein, via votre espace employeur ou à l'aide de l'attestation papier. Que retenir pour le congé deuil? Ce congé concerne le décès d'un enfant ou d'une personne à charge effective et permanente de moins de 25 ans du salarié. Il est de 8 jours consécutifs ou simultanés entre les parents à prendre dans le délai d'1 an à compter de la date du décès. Il est fractionnable en 2 périodes d'une durée minimum d'une journée. Et donc pour ce congé deuil, il n'y a pas d'autre étude de droit, il n'y a pas de carence, pas de cumul avec les indemnités journalières d'une autre nature de risque. Ce type de congé n'entraîne pas non plus de réduction sur la rémunération qui tient compte, le cas échéant, des indemnités versées par la MSA et sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Et le formulaire est également disponible sur le site de la MSA. Les bonnes pratiques, toujours. Donc, informez votre salarié de la nécessité de vous prévenir de l'intention et des dates envisagées. Les mêmes obligations envers sa MSA, en joignant également du coup l'acte de décès. Et concernant donc vos démarches en tant qu'employeur, vous devez donc établir un signalement arrêt de travail sur le risque de maternité, toujours via l'espace privé ou l'attestation papier. Et dans tous les cas, quel que soit le type de congé, paternité, deuil ou adoption, l'accompagnement social au sein de la MSA est envisageable, bien sûr. Qui n'hésite pas donc à faire appel à notre service social. Je vais redonner la main donc à Émilie pour la suite de la présentation. Merci Magali. Donc, on va reprendre effectivement quelques thématiques sur des dispositions particulières. Le premier sujet que l'on va aborder, donc, c'est le thème de l'indemnité journalière unique. Donc, pour rappel, depuis janvier 2020, c'est bien le régime qui prend en charge les frais de santé au jour de l'interruption de travail, donc l'organisme qui va être destinataire de l'avis d'arrêt de travail électronique, qui va étudier et qui va mettre en place l'indemnisation. Celle-ci ne concerne que les employeurs qui font donc partie soit du régime général ou de la MSA et qui émettent donc un signalement, une DSN événementielle. Tous les contrats de travail, même pour des établissements ou des SIRET différents ou relevant de régimes différents, sont toujours rattachés par le chaînage. Donc, ce qu'on appelle le NIR, c'est finalement l'identification de votre salarié, c'est son numéro de sécurité sociale. Ça veut dire que dans la situation d'un salarié qui a donc plusieurs employeurs, qui effectue de la DSN, qui serait éventuellement de régimes différents, il va disposer donc dorénavant d'un paiement unique versé donc par l'organisme qui aura reçu l'avis d'arrêt de travail électronique. C'est la première DSN qui sera transmise par l'employeur qui permettra le paiement de l'indemnité journalière entière en prenant en compte donc l'ensemble des rémunérations que perçoit le salarié par rapport à l'ensemble de ses employeurs. Et donc, ce paiement, il ne sera enclenché qu'à la réception de toutes les DSN, de tous les employeurs présents pour lesquels le salarié a un contrat actif en cours. Donc ça, c'est le dispositif effectivement qui a évolué sur le principe de l'indemnité journalière unique.
Maintenant, nous allons parler de la situation du temps partiel thérapeutique. Donc, on va décliner en fait plusieurs principes qui sont liés à cette disposition. Donc, pour démarrer, juste voilà, pour vous rappeler qu'effectivement, le temps partiel thérapeutique, donc c'est bien une prescription qui est établie par le médecin traitant lorsque donc la reprise de travail de votre salarié contribue à améliorer son état de santé, mais que cette reprise de travail ne peut pas se faire d'emblée à temps plein. C'est donc une décision qui est soumise au médecin conseil. Vous, en tant qu'employeur, donc vous devez donner votre accord avec la possibilité de mettre en œuvre ce temps partiel thérapeutique par rapport à l'organisation de travail qui incombe à votre entreprise. La quotité de travail, elle est proposée par le médecin du travail. Donc, il y aura bien évidemment une possibilité d'une augmentation progressive du temps de travail pendant la durée de ce temps partiel thérapeutique. Et pour rappel, donc, ce temps partiel peut être donc prescrit soit de manière initiale ou dans le cadre d'une prolongation. Donc effectivement, depuis janvier 2019, un arrêt de travail à temps partiel thérapeutique peut être mis en paiement sans qu'il y suive obligatoirement le fait qu'il y ait eu un arrêt de travail à temps complet précédemment. Donc on parle bien dans ce cas de figure de l'arrêt de travail initial à temps partiel thérapeutique. Et depuis donc décembre 2022, le calcul de l'indemnité journalière qui rentre dans le cadre du temps partiel thérapeutique, elle va s'appliquer par rapport à une notion donc du montant de la perte de salaire. Donc ça, c'est une information que vous, en tant qu'employeur, vous avez l'obligation de nous déclarer. Donc aujourd'hui, il y a deux dispositions qui vous sont possibles. Soit donc vous avez cette déclaration qui est faite par votre paye, donc votre logiciel de paye, donc via la DSN, soit vous allez pouvoir la faire via le biais d'une attestation papier. Donc, pour rappel, la notion de perte de salaire. Donc, c'est bien la différence entre le salaire théorique brut perçu si le salarié avait travaillé à temps complet. Donc là, on est bien sur la notion qui est de salaire qui est prévue par rapport au contrat de travail de ce salarié. Et donc, le salaire brut qui est perçu au titre du travail à temps partiel. Donc, en pratique, aujourd'hui, pour les utilisateurs de la DSN, pour ceux qui donc disposent d'un logiciel de paye ou pour ceux qui effectivement font appel à un tiers déclarant, les logiciels de paye sont logiquement agréés pour pouvoir déclarer la notion du temps partiel thérapeutique. Si jamais ce n'était pas le cas, donc bien évidemment, vous avez la possibilité d'établir une attestation de salaire à chaque début de mois. Et vous avez aussi la possibilité de pouvoir interroger votre éditeur de logiciel pour lui demander quand cette évolution pourrait être mise en place pour vous concernant. L'avantage en fait de ce type de déclaration via le canal de la DSN, c'est qu'on va avoir déjà une automatisation du calcul des indemnités journalières. Donc forcément, ça va engendrer une rapidité dans le versement des indemnités du paiement. Et on va aussi supprimer la relance de courrier qu'on serait amené sinon à vous transmettre. Donc pour un gain de productivité, de rapidité, c'est le canal à privilégier. Donc, je vous réexpliquerai un petit peu après en détail, justement, pour les utilisateurs de la DSN, quels sont les blocs déclaratifs qui concernent le temps partiel thérapeutique. Là, on souhaitait évoquer avec vous quelques questions-réponses assez courantes, justement, dans la situation du temps partiel thérapeutique concernant la déclaration lorsqu'elle est faite en DSN. Donc, on a pris en exemple la situation d'un salarié qui serait en arrêt donc, depuis juillet 2024 et qui présente donc une prolongation d'arrêt, mais à temps partiel thérapeutique sur la période de février à avril. Donc, premier point, l'arrêt ayant débuté en juillet 2024 et le temps partiel thérapeutique en février 2025. Première question, le nouveau calcul temps partiel thérapeutique s'applique-t-il? Oui, le calcul du temps partiel thérapeutique va s'appliquer à chaque arrêt
de temps partiel thérapeutique, grâce aux données que vous nous transmettrez et notamment à la donnée de montant de perte salaire que vous allez nous déclarer. Deuxième question, faut-il déposer un signalement d'événement arrêt de travail? Lorsque vous êtes sur une situation de temps partiel thérapeutique, côté MSA, on n'attend pas de signalement d'événement. On n'attend pas donc de DSN événementiel, car ce sont des informations que vous reporterez lors de votre DSN mensuel, donc qui en fonction de votre effectif d'entreprise va être déposé le 5 ou le 15 du mois suivant la période. Troisième point de questionnement, durant le mois d'avril, donc le salarié a une période de congé. Comment je déclare la perte de salaire? Donc là, que ce soit en situation que vous ayez accès au logiciel de paye et donc de pouvoir établir une DSN mensuelle pour nous indiquer l'information, ou que vous utilisiez l'attestation fournie, ce qui va être important et nécessaire de faire, c'est de bien scinder les périodes de temps partiel thérapeutique avec les périodes qui seraient éventuellement correspondantes à des congés. On vous remettra après en exemple sur un document visuel. Alors, au niveau des bonnes pratiques, quand on est donc sur du temps partiel thérapeutique et lorsque vous établissez donc votre DSN mensuel, donc si vous avez établi une déclaration, une première déclaration, que vous effectuez une erreur déclarative, notamment ça va porter uniquement sur la notion du montant de la perte de salaire. Donc là, vous allez devoir effectuer ce qu'on appelle donc une DSN en mode annuler en place. Si les informations qui sont liées à la subrogation évoluent au cours du temps partiel thérapeutique, puisqu'en fait, c'est vrai qu'en fonction de votre convention collective, vous pouvez avoir la possibilité de faire un maintien de salaire quand le salarié est en arrêt temps plein, mais que par contre, la période de temps partiel thérapeutique ne soit pas considérée comme pouvant être indemnisée au titre du maintien de salaire. Donc là, c'est aussi à vous de déclarer ces changements en renseignant la nouvelle valeur dans votre DSN mensuel. Il faut bien veiller, donc, comme je viens de le dire précédemment, à bien borner les périodes de subrogation, surtout si la convention collective prévoit justement qu'il y ait une alternance, c'est-à-dire un maintien à temps complet, mais pas à temps partiel, etc. Ça, c'est ce qui va être très important puisque ça va nous permettre, nous, côté MSA, de bien pouvoir identifier qui va être le destinataire du paiement. Soit c'est l'assuré, soit c'est vous, employeur, s'il y a du maintien de salaire. Toutes ces dispositions, c'est toujours pour éviter qu'on ait soit une situation d'indu, soit une situation de trop perçu et qu'après, vous ayez d'éventuelles sommes à récupérer auprès de votre salarié ou, le cas échéant, à lui reverser. Vous devez également déclarer une reprise en temps partiel thérapeutique pour un arrêt non subrogé qui ferait suite à un arrêt avec subrogation. On ne doit jamais considérer qu'une période de congé soit une période de perte de salaire. Et donc ça, on le reverra un peu plus en détail, mais l'IJ, donc l'indemnité journalière à temps partiel thérapeutique, elle est limitée au montant de l'indemnité journalière à temps complet. On s'appuiera sur un exemple un peu plus tard. Donc là, je vous le disais que effectivement, on vous mettrait en exergue un visuel. Donc là, c'est donc la situation d'un salarié qui est à temps partiel thérapeutique du 2 septembre au 28 septembre, pardon, et qui aurait une période de congé payé pendant la période du temps partiel. L'attestation, donc là, on est sur un visuel, un papier, devra prendre la forme suivante, c'est-à-dire que, comme on l'évoquait précédemment, la nécessité de bien scinder les périodes, c'est que vous allez donc devoir indiquer la première périodicité qui est du temps partiel thérapeutique. Ensuite, on aura la deuxième ligne qui correspondra à la période de congé, puis la reprise du temps partiel thérapeutique. À chaque fois, vous devrez mentionner en fait les périodes soit de congé ou soit d'arrêt de travail temps complet. Toutes les dates d'absence doivent être mentionnées très précisément.
Nous, côté MSA, quand on est dans la situation du temps partiel thérapeutique, les trois éléments qui vont être fondamentaux et qui vont permettre justement de bien pouvoir indemniser le dossier, ça va être déjà la première notion, donc le nombre total de jours de temps partiel thérapeutique sur le mois. Quels auront été, le cas échéant, les jours exclus? Donc, s'il y a, comme on vient de le voir précédemment, une période de congé payé ou un arrêt à temps plein, et la notion du montant exact de la perte de salaire par période de temps partiel thérapeutique. Donc, tout ça, c'est pour nous amener par rapport à ces notions-là à justement la notion par rapport au calcul de l'indemnité. Puisqu'effectivement, quand on est sur une situation d'indemnisation d'un temps partiel thérapeutique, on va en fait faire un comparatif entre le calcul de l'indemnité journalière à temps complet et celle de l'indemnité journalière à temps partiel thérapeutique. Et ce qui sera toujours retenu, c'est le montant de l'indemnisation la plus basse. Donc là, on s'appuie sur un petit exemple. L'idée, c'était de vous présenter donc une situation d'un salarié donc qui serait en arrêt à temps plein, donc à compter du 2 décembre 2024. Ce salarié a une prolongation en temps partiel thérapeutique du 23 janvier au 28 février. Donc nous, côté MSA, les informations qu'on va avoir besoin, c'est effectivement la déclaration de la perte de salaire par rapport au mois de janvier et février, puisque ce sont les 2 mois qui vont être concernés par la période de temps partiel thérapeutique. Ensuite, côté MSA, on va faire plusieurs calculs. Le premier, c'est le calcul de l'indemnité journalière à temps complet. Donc là, on est sur la formule de calcul classique, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte donc, les 3 mois de référence qui précèdent la date d'arrêt de travail. Donc, on prend les 3 mois de référence précédents, on fait le cumul et on applique la formule de calcul, donc divisé par 91,25, divisé par 2, ce qui va nous permettre d'avoir le montant de l'indemnité journalière à temps complet. Ensuite, on va regarder la situation pour le mois de janvier, pour le mois de février, dans le cas du temps partiel thérapeutique et donc notamment surtout par rapport à la perte de salaire. Donc par rapport aux éléments que vous nous aurez déclarés, on va effectivement donc prendre en compte quel aurait été le salaire à temps plein, moins donc le montant que vous nous avez déclaré au niveau du temps partiel. Ça nous donne le montant de la perte de salaire qu'on va donc diviser par et qu'on va proratiser par le nombre de jours concernés. Et donc, on va arriver sur un montant. On va faire ce calcul voilà, par rapport au mois de février, considérant que là, on est sur un mois complet de date à date. Et ce qu'il faut en fait retenir, c'est que le montant qui va être retenu par rapport au mois de janvier dans cet exemple pour l'indemnité journalière temps partiel thérapeutique, ça va bien être le montant du calcul de notre indemnité journalière avec la perte de salaire du mois de janvier. Par contre, on s'aperçoit que pour le mois de février, là, on tombe sur un calcul d'IJ à 62,99 € avec perte de salaire pour le mois de février. Et comme on l'a évoqué précédemment, c'est toujours le comparatif qui sera fait et toujours l'indemnité journalière la plus basse qui sera retenue. Donc là, dans le cas de figure, on retiendra le montant de l'indemnité journalière à temps complet qu'on a calculé au départ, soit les 39,52 €. Voilà, c'est simplement un exemple, mais qui vous permet voilà, d'avoir une illustration comment les modalités calcul s'effectuent à partir du moment où on intègre une situation de temps partiel thérapeutique. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le fil questions-réponses, si vous en avez. Donc, comme je vous le disais, lorsque l'on est donc sur une utilisation et une déclaration en DSN, que votre logiciel de paye donc est agréé et est adapté, depuis donc mars 2023, vous pouvez nous déclarer les informations directement par ce canal. Donc, vous allez toujours avoir le bloc 60, qui est le bloc arrêt de travail. Donc, celui-ci, c'est celui où vous complétez toutes les données relatives à l'arrêt, donc la date de dernier jour travaillé, la date de fin prévisionnelle, si vous faites de la subrogation, etc. Et donc,
quand on est avec la disposition de temps partiel thérapeutique, on va avoir un bloc supplémentaire. Donc, c'est celui-ci que vous devez demander à accéder si, auprès de votre éditeur, si le cas échéant, vous n'en disposez pas. C'est le bloc 66. Et là, on va en fait simplement avoir 3 rubriques à compléter. La rubrique 1, la rubrique 2 qui vont concerner la date de début et la date de fin du temps partiel thérapeutique. Et ensuite, ma 3e rubrique qui concernera le montant de la perte de salaire que je devrais mentionner. Pour les employeurs qui n'auraient pas de logiciel de paye, donc ne seraient pas en déclaration DSN, vous devez donc, vous, de votre côté, transmettre à la MSA une attestation de salaire. Donc aujourd'hui, cette attestation de salaire, elle est soit à disposition de manière dématérialisée depuis notre site MSA Mayenne Nord de Sarthe, soit vous retrouverez également le formulaire en version papier que vous pouvez nous adresser en dépôt de documents pour que ce soit fait de manière plus sécurisée. Une fois qu'on réceptionne le document, au niveau du service santé, donc ils vont pouvoir instruire et enregistrer les données que vous avez déclarées. Et dans le cadre du temps partiel thérapeutique, donc vous recevrez mensuellement un courrier donc, de la part de la MSA où on vous demandera de préciser donc le montant de la perte de salaire, les éventuelles périodes de congé et la notion de subrogation. Donc c'est vrai que là, ce qu'on souhaitait aussi, c'est surtout vous relever en fait les situations les plus courantes. Donc de la part de nos employeurs qui utilisent la DSN, donc qui font une DSN mensuelle par rapport au temps partiel thérapeutique. On constate qu'en fait, parfois, en tout cas, l'explication qui peut être apportée sur un retard d'indemnisation ou en tout cas une erreur sur le montant d'indemnisation, eh bien, il y a une certaine récurrence qui fait que sur certains éléments, on retrouve voilà, des choses qui sont parfois mal déclarées. Donc, on voulait simplement vous mettre en avant les sujets qu'on retrouve les plus souvent. Le premier, ça va concerner donc les employeurs qui parfois vont donc déclarer la DSN mensuelle, donc avec le bloc 66 dont on vient de parler précédemment, avec une certaine anticipation. C'est-à-dire qu'ils vont déclarer à M+1, donc avant la fin du mois en cours, le mois suivant, les données. Sauf qu'en cas d'imprévu, si par exemple il y a une période de congé ou d'arrêt, ça va engendrer effectivement une régularisation de la déclaration le mois suivant. Donc là, soit, comme on le disait, vous êtes dans le délai, vous pouvez faire une annulaire en place. Mais là, comme il y a eu anticipation, souvent, on va se retrouver donc sur une DSN rectificative. Et c'est vraiment là où on rappelle la recommandation qu'on vous a donnée précédemment, c'est de nous faire l'information au niveau MSA. C'est vraiment pour gagner du temps parce que nous, ce n'est pas une information qui va être automatique et ça va gagner l'efficience et le traitement de votre dossier. Autre situation d'erreur déclarative qu'on rencontre plutôt fréquemment également, c'est sur l'erreur des dates et des montants. C'est-à-dire qu'on a une incohérence entre le bloc 60, donc qui comporte l'arrêt de travail, et le bloc 66 qui va concerner le temps partiel thérapeutique, notamment sur la notion de perte de salaire. Parfois, il y a eu des déclarations où cette perte de salaire est déclarée en négatif. Ça, c'est pas possible. La perte de salaire à renseigner dans la DSN mensuelle, ça doit forcément être un montant positif. Le seul cas qui pourra vous amener à déclarer un montant en négatif, c'est quand vous serez sur une étape de correction d'une erreur déclarée. Ça veut dire que je vais devoir annuler, donc mettre un montant en négatif pour le remplacer par un montant en positif. Mais sinon, la somme doit toujours être positive au final. Autre point d'erreur déclarative également, c'est souvent lié aussi à la modification tardive sur la notion du dernier jour travaillé. Donc, c'est pour ça aussi qu'on vous a fait un petit rappel sur les bonnes dates à enregistrer. Et on a également une situation de bloc 66, donc toujours sur la notion du temps partiel thérapeutique, qui parfois se retrouve en surnombre. C'est-à-dire qu'il y a plein de
périodes, voire des découpages journaliers qui ont été déclarés. Donc, ce n'est pas du tout le mode déclaratif qu'il faut appliquer, puisqu'en fait, si on a un temps partiel thérapeutique qui, par exemple, couvre une période complète, donc un mois complet, il va suffire de déclarer un bloc unique, une fois, qui va couvrir toute cette période et qui va reprendre le total du montant de la perte de salaire. Quand on scinde parce qu'on a une situation de suspension par rapport à un événement. Et dernier point, la subrogation qui parfois est mal déclarée. Donc là, souvent, on va se retrouver en situation par rapport justement à l'alternance ou en tout cas à ce qui est prévu à votre convention collective et où on a des erreurs de date qui nous ont été transmises. Donc justement, quand je parlais de suspension, on va avoir la situation notamment quand on a une interruption par une période de congé. Donc on en a déjà parlé précédemment, mais effectivement, le temps partiel thérapeutique, il peut être suspendu par une période de congé ou d'absence qui peuvent être parfois non rémunérées. Ces périodes d'absence, qu'elles soient rémunérées ou pas, elles ne doivent pas être comptabilisées dans la période du temps partiel thérapeutique. Donc, c'est ce qu'on a vu sur le document papier que je vous montrais tout à l'heure. On doit bien scinder les périodes. Donc, quand on est sur une version attestation papier ou dématérialisée en ligne, on le fait, mais on le fait surtout aussi quand on est dans le cadre de sa DSN mensuelle. Pour rappel, il est interdit de déclarer une période de temps partiel correspondant à la suspension avec une perte de salaire qui serait indiquée à 0. Et lorsque on est sur une situation où le temps partiel thérapeutique est interrompu par un arrêt à temps complet, ce sont les situations les plus courantes, interrompu par un congé ou par un arrêt à temps complet, bien là, pareil, il va falloir découper les périodes. C'est-à-dire que dans le bloc 66, on va bien devoir indiquer les périodes de cet arrêt à temps complet. Là, vous allez avoir une action à faire. Le motif de la reprise va être à renseigner pour un arrêt à temps plein qui est suspendant la période de temps partiel thérapeutique. Vous allez devoir indiquer un motif. Ce motif, c'est le code 01, c'est la reprise normale. Car l'arrêt maladie, donc lui, il avait une date de dernier jour travaillé qui va du coup être différente de celle du temps partiel thérapeutique qu'il vient de suspendre. Cette consigne, elle est valable quel que soit le risque du temps partiel thérapeutique et de l'arrêt, que ce soit sur le même risque, c'est-à-dire dans le cas de maladie, maternité, paternité ou pas. Il faut bien borner les périodes de subrogation en situation d'alternance. Si le salaire n'est pas maintenu pendant le temps partiel thérapeutique et que le cas échéant, il serait maintenu pendant la période de temps plein. Comme on l'a déjà précédemment évoqué, ne jamais considérer qu'une période de congé payé fasse référence à une perte de salaire. Et il convient toujours de déclarer donc une reprise en temps partiel thérapeutique pour un individu non subrogé lorsqu'il cela fait suite à un arrêt subrogé. Donc, dernier petit point que j'évoquerai de mon côté, c'est la situation de l'indemnisation donc des salariés saisonniers. Donc, c'était simplement pour vous rappeler qu'effectivement, lorsqu'on est donc sur la situation des salariés à caractère saisonnier, donc ce sont nos salariés qui exercent des activités discontinues, on va avoir effectivement un calcul d'indemnisation journalière qui va être basé sur une situation au regard des 12 derniers mois travaillés et non pas sur les 3 derniers, comme on l'a vu tout à l'heure dans le calcul classique. Donc là, on va différencier deux situations. Soit on a donc un salarié saisonnier qui a un temps de travail donc inférieur à 150 heures, qui a travaillé moins de 150 heures dans les 3 mois qui précèdent la date d'arrêt. Côté MSA, donc ce qu'on va regarder en fait, c'est la situation des 12 derniers mois civils. Il faudra qu'il y ait au moins eu une présence de 600 heures travaillées ou qu'il y ait eu une cotisation au moins égale à 2030 fois le SMIC horaire pour que le salarié puisse prétendre à des indemnités journalières. Dans la situation où l'arrêt de travail serait donc pour une durée de plus de 6 mois,
là, on va tomber en fait sur l'indemnisation qu'on considère comme de droit commun, donc comme pour un salarié qui ne serait pas à caractère saisonnier. Toutefois, on va également faire une étude des 12 derniers mois d'affiliation au jour de l'interruption. Donc, soit il faut qu'il y ait une rémunération de plus de 2030 fois le SMIC ou de 600 heures de travail pour que l'étude puisse être faite et pour qu'il y ait une possibilité d'indemnisation de ces salariés saisonniers. Donc, ça va nécessiter, en fait, pour nous, côté MSA, de pouvoir disposer des 12 derniers mois précédant les salaires. Donc, on va forcément, si ce n'était pas vous, l'employeur, vu qu'on est sur des activités discontinues, on va solliciter aux salariés de nous adresser tous ces bulletins de salaire par rapport à cette période pour pouvoir procéder à l'indemnisation de son dossier. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez toujours pas à les poser sur le fil de questions-réponses. Et puis, donc, je vais laisser la parole à Magali pour reprendre la fin de présentation du webinaire. Alors, je vais reprendre donc pour cette fin de présentation les autres sujets et le fameux le contrôle par le médecin que j'ai mandaté. Alors, je vous explique brièvement en quoi ça consiste. Vous, employeur, vous avez la possibilité, si vous estimez que l'arrêt de travail de votre salarié n'est pas justifié, de faire appel à un médecin mandaté. Donc, en France, lorsque le médecin mandaté par l'employeur conclut à l'absence de justification d'un arrêt de travail, il doit transmettre son rapport de contre-visite au service médical de la caisse d'assurance maladie dont dépend l'assuré. Le délai maximum, il est de 48 heures après le contrôle via une messagerie sécurisée. Une fois le rapport transmis, le service médical de la caisse examine les conclusions du médecin mandaté. Et donc, il y a plusieurs options possibles. Il peut alors maintenir l'arrêt de travail si les éléments justifiés sont bien fondés, mettre fin à l'arrêt de travail ou demander un complément d'information ou un nouvel examen. Les conséquences pour l'assuré. Si l'arrêt est jugé non justifié, l'assuré peut voir ses indemnités journalières suspendues et être invité à reprendre son travail. Il dispose toutefois d'un droit de recours ou de contestation auprès de la commission médicale de recours amiable. On va terminer par l'information auprès de la MSA, le numéro unique que je vous remets à disposition, les différents accès possibles en tant qu'employeur et salarié pour accéder au décompte d'indemnités journalières et pour nous contacter via la messagerie sécurisée. Alors, une petite notion importante pour vous, employeur, seulement si vous avez subrogation, vous avez la possibilité d'envoyer un message en passant par l'onglet complémentaire santé et prévoyance. En effet, la rubrique indemnité journalière va venir prochainement. Elle sera disponible. Pour l'instant, elle n'est pas encore disponible. Et pour l'accès pour le salarié, c'est pareil. Donc, on vous remet donc les modalités d'accès. Pareil pour le service en ligne de documents, on vous remet donc des captures d'écran pour vous rappeler donc les chemins, que ce soit donc côté employeur ou salarié. Donc, merci de votre attention pour ce webinaire. Je vous mets à disposition un petit QR code. N'hésitez pas à participer au questionnaire qu'on a mis en place avec ma collègue. Ça nous permet aussi, nous, de savoir si, du coup, ce webinaire a répondu à vos attentes et si on a besoin, nous, de notre côté, de nous améliorer tout simplement. Donc, je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une agréable fin de journée. Merci pour votre participation. Au revoir.